Eh bien, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à chacun d'entre vous dans ce webinaire du Handipact Bourgogne-Franche-Comté. On est également présent on diffuse également sur le Grand Est. Ce webinaire va être dédié à la réforme handicap qui est en cours. Et je suis ce matin avec Fabrice Goertz, qui est donc le délégué handicap du FIPHFP sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, donc bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, effectivement, cette matinée, on vous la propose en fait sous un format un peu dense sur 40-45 minutes, de manière à essayer effectivement de faire un peu plus de profondeur sur les différents travaux en fait et puis orientations qui ont été amorcés en fait depuis presque maintenant plus d'un an. Et qui consisteront en fait à vous rappeler en fait déjà où on en est, et puis à essayer de projeter en fait quelles sont les grandes orientations qui sont susceptibles d'avoir une incidence à la fois sur vous en tant qu'opérationnel, et puis bien évidemment vis-à-vis des employeurs et vis-à-vis des bénéficiaires, qu'ils soient agents ou demandeurs d'emploi par exemple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, je veux bien donner je rappelle 2-3 consignes techniques. Donc vous avez toujours la possibilité de poser vos questions à travers la boîte de dialogue que vous allez retrouver tout le long du webinaire. Je les reprendrai régulièrement, peut-être en regroupant plusieurs questions pour venir questionner Fabrice. Et puis ensuite, donc aujourd'hui, il y a une connexion internet qui est quand même un peu fébrile. Donc il est possible que vous ayez un son peu satisfaisant. Donc vous savez qu'on diffuse toujours par audioconférence le son. Si vous avez possibilité d'appeler le numéro, vous mettez sur haut-parleur, vous aurez un son de qualité. Et puis vous aurez le diaporama, donc vous serez dans de bonnes conditions pour suivre ce webinaire. Voilà, écoutez Fabrice, je propose de démarrer cette présentation. Alors c'est vrai, juste avant, c'est vrai qu'on a une réforme, on a un gouvernement qui en début de quinquennat avait annoncé, était parti d'un constat, c'est qu'on avait des dispositifs, on avait une politique handicap qui s'appuyait sur des dispositifs qui s'articulaient pas toujours de manière très fluide, et au final, le constat c'est que pour les personnes, même pour les employeurs, eh bien, les choses pouvaient sembler difficiles et peu efficaces. Donc il y a un travail important qui a été mené avec différents groupes de travail au niveau national, avec il y a eu des inquiétudes, et donc il y a un changement majeur qui est en cours dans le pays. On a déjà des décisions, des avancées, il y a des choses qui sont annoncées également. Donc aujourd'hui, effectivement, on sera plutôt sur un point d'étape, où on en est dans la réforme, parce que certaines choses sont connues aujourd'hui, certaines décisions sont prises, mais on sait que de nombreuses décisions restent à venir. Donc c'est certainement un webinaire numéro 1, avec la perspective d'un webinaire numéro 2 courant 2020 sur ce thème. Fabrice, je vous laisse poursuivre. Donc voilà, pour reprendre ce qu'évoquait Stéphane, quand on parle de remontée en fait d'insatisfaction à la fois soit des bénéficiaires, soit des employeurs, ça se retrouve dans la plupart des rapports qui ont pu être faits, y compris le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement du FIPHFP, et puis y compris aussi les échanges qu'ont pu avoir la mission sénatoriale du 22 mai. Cette mission en fait est une mission pérenne. Il y a 2 sénateurs, une sénatrice, un sénateur en fait qui composent cette mission. Et donc c'est ça, voilà. Cette mission en fait avait 3 grands objectifs qui correspondent à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les freins qui ont pu être identifiés sur la capacité à accueillir des personnes en situation de handicap, et puis aussi la capacité à mieux anticiper, mieux accompagner les risques d'inaptitude, et puis au travers du FIPHFP plus précisément, la manière en fait de pérenniser son action, et puis de revoir en fait la manière en fait dont il peut participer à accompagner les employeurs, et au travers des employeurs du coup les agents ou les personnes qui seront recrutées au sein de la fonction publique. Donc en gros,
au travers de mon intervention, vous allez retrouver quasiment les mêmes attentes en fait par rapport au dispositif qui évolue. C'est arriver à simplifier ce qui existe, c'est arriver à mieux associer en fait les différents acteurs qui sont spécialisés sur le champ du handicap, que ce soit sur le recrutement, sur le maintien, et puis aussi mieux associer du coup les employeurs et mieux associer les bénéficiaires en fait des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Donc derrière ce rapport, en fait, il n'a pas fallu attendre trop longtemps. Le 7 août 2019, il y a eu en fait une loi, la loi de transformation de la fonction publique, hein, et elle est parue au JO le 7 août. Et donc il y a pas mal de... C'est très divers, en fait il y avait pas mal de choses dans le Code du travail et donc le législateur en a profité pour réintégrer en fait dans les textes de la fonction publique en fait les dispositifs qui concernaient le FIP. Et puis à cette occasion-là, il y a des modifications qui ont touché quasiment de manière transversale tous les champs d'action du FIP, que ce soit par rapport à ses ressources, ses modalités de déclaration, ce qui concerne aussi la façon dont on peut faciliter le recrutement, hein, ça sera l'apprentissage. Et puis un gros volet aussi sur justement la préoccupation en fait, des pouvoirs publics par rapport à la capacité à accompagner les agents dans leur carrière. Et donc il reste, c'est ce qu'évoquait d'ailleurs Stéphane, il reste encore pas mal ensuite de textes derrière qui vont apparaître au courant de 2020 par rapport à ça. Donc sur le champ de la déclaration, ça peut concerner les employeurs, puis y compris les centres de gestion. Donc il y a une précision sur les centres de gestion qui ne sont assujettis que sur leurs agents permanents. Et puis par contre, il y a eu un découplage maintenant, ça c'est nouveau, il va y avoir un découplage en fait entre le seuil d'assujettissement, c'était les 20 ETP, et puis le seuil de déclaration. Donc une structure qui a moins de 20 ETP, normalement, n'était pas amenée à déclarer. Et elle n'est pas assujettie. Mais par contre, à partir du 1er janvier 2020, en fait, les petits employeurs qui ont moins de 20 ETP vont quand même être amenés à déclarer. Par contre, attention, ils ne sont pas assujettis. Donc c'est vrai que voilà, il peut y avoir un risque effectivement d'inquiétude. Donc voilà, c'est bien à retenir qu'il y a bien un découplage entre les deux seuils. Je pense que l'intérêt, là, cette déclaration, même pour les employeurs de moins de 20, ça va permettre au pouvoir public d'avoir une meilleure visibilité de la situation, de l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Tout à fait. Vous imaginez le nombre de communes, on a près de 36 000 communes en France, donc ça fait quand même de nombreuses personnes en situation de handicap, hein, qui étaient chez des employeurs de moins de 20, voilà, si je prends que la territoriale, et en fin de compte, on avait, pour la moins de 20, on n'a aucun chiffre. Alors, pour illustrer, on avait quelques chiffres, parce que en fait, pour le fonctionnement du FIP-HFP, en fait, c'est vraiment anecdotique, mais on arrivait quand même à détecter des petits employeurs qui avaient des agents en situation de handicap, parce qu'ils ont droit aux aides. Donc du coup, comme ils demandaient des aides, là par contre, par conséquence, on savait qu'ils avaient des agents, mais c'était très parcellaire, alors que pour autant, on sait que de toute façon, il y a également des agents, et donc les petits employeurs, c'est aussi la capacité pour nous de voir en fait la population qui est concernée, de manière peut-être à créer une offre qui soit plus adaptée pour les petits employeurs. Le deuxième champ ensuite, c'est aussi très important, c'est que ça a une conséquence sur la déclaration et sur la manière dont vont s'afficher en fait le taux légal. C'est que pour la fonction publique, donc il y avait une particularité, c'est qu'on avait la notion d'unité déductible. Alors c'était quoi? C'était des dépenses en fait qui étaient principalement orientées sur le secteur protégé. Et ça permettait de traduire en fait ces dépenses vis-à-vis des entreprises adaptées, secteur protégé, en unités déductibles. Et donc il y avait deux taux. Il y a le taux direct, c'est-à-dire les agents qui sont employés chez l'employeur. Et puis il y avait un équivalent qui permettait de calculer un taux légal. Donc le fonctionnement à partir de la déclaration 2020, 1er janvier 2021, donc les effectifs au 1er janvier 2020, en fait, ça va changer, puisque du coup, là, on ne pourra que déduire en fait les dépenses sur des ratios entre 30 et 50% de la valeur ajoutée. Ça dépendra en fait de la capacité de l'employeur à atteindre son taux direct. On pourra déduire de la facture de la contribution,
mais on ne pourra plus faire un équivalent d'unité déductible. Voilà. Donc ça concerne plutôt les employeurs qui n'atteignaient pas le taux direct de 6% avec 6% et qui atteignaient le taux légal grâce à ces dépenses. Après, il y a un troisième point, c'est sur le calcul du taux d'emploi. Donc, pour le calcul du taux d'emploi, les agents non permanents qui n'ont pas été rémunérés pendant au moins 6 mois au cours de l'année écoulée ne sont pas comptabilisables. Donc là, ça répondait à une préoccupation aussi de simplification de la déclaration. Voilà. Là, je vais assez vite. Et puis après, il y a eu un aspect aussi important et qui, là, plutôt, c'est sur du long terme. Hein. Là, on est plus sur du long terme. C'est une précision concernant l'émission du FIPHFP. Donc là, c'est plus les conséquences du rapport de la Cour des comptes qui avait considéré que dans l'émission du FIPHFP, on ne voyait pas assez, en fait, son rôle justement d'expertise. Et donc, a été rajoutée la possibilité, donc, dans l'émission, en tout cas inscrite, hein, il le faisait sans doute déjà, mais pas assez, en fait, une mission de conseil auprès des employeurs publics. Et donc, essayer justement de pouvoir renforcer l'appui des employeurs sur les problématiques de recrutement, de maintien. Et donc, on verra d'ailleurs concrètement, après, au travers de la loi de transformation de la fonction publique, effectivement, comment ça peut se concrétiser sur des chantiers futurs. Et puis, là, pareil, de manière transversale, ce que j'évoquais, c'est-à-dire la possibilité de mieux intégrer les opérateurs entre eux et puis mieux intégrer aussi les bénéficiaires finaux, va rentrer en fait dans la composition du comité national des représentants du service public de l'emploi. Donc Pôle emploi, ça c'est une innovation. Et il a été demandé aussi au comité national de réfléchir à comment mieux intégrer les personnes en situation de handicap. Hein, donc il y a un collège associatif, mais c'est un peu transversal à toutes les politiques publiques actuellement. On essaie d'associer aussi les bénéficiaires finaux. Et donc là, il y a un groupe de travail qui va être monté au comité national sur ce sujet. Et puis là, c'est pareil également, le comité national va établir désormais un rapport annuel qui sera soumis au Conseil commun de la fonction publique et puis au CNCPH. Donc l'idée, c'est pareil, c'est de manière à essayer de donner de la profondeur en fait sur le fait qu'il y a une cohérence entre tous les dispositifs. Alors, un aspect qui a été souhaité, ça c'est aussi pareil, ça c'est les suites du rapport de la mission sénatoriale, c'est l'idée de pouvoir en fait mieux communiquer sur le conventionnement et notamment sur les objectifs et les résultats du conventionnement. Donc actuellement, il n'y a pas de restitution très facile. Actuellement, pour vous donner une ordre d'idée, vous pouvez aller sur le site public de la Caisse des dépôts Open Data. Donc vous tapez Open Data Caisse des dépôts et vous aurez des données mais très très limitées en fait sur le FIPHFP, mais vous les avez. Donc vous tapez FIPHFP dans le moteur de recherche de l'Open Data et vous pourrez obtenir quelques tableaux mais très synthétiques. Et donc pareil, un groupe de travail au comité national va réfléchir sur la manière en fait de pouvoir rendre disponibles les résultats, sachant que des résultats chiffrés, ça ne signifie pas grand-chose quand on n'a pas une approche qualitative. Donc notre démarche au FIPS aussi, c'est de pouvoir aussi appuyer quand même avec une approche qualitative sur les données, puisque évidemment, comparer des données dans des contextes différents sur des employeurs, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis ensuite, à quoi ça sert en fait de les publier? Il faut aussi que ça puisse, disons, alimenter sans doute des opérateurs qui permettraient d'améliorer aussi la visibilité sur la performance de nos dispositifs. Et ça, on est tout à fait ouvert, on a toujours été dans ce sens-là. Et puis après, effectivement, une précision sur la possibilité pour des organismes de pouvoir bénéficier, donc là sur du partenariat des fonds du FIPHFP avec des conventions particulières. Un aspect par contre très important également, c'est sur l'apprentissage, toujours dans les suites du rapport sénatorial, suite aux échanges avec justement des employeurs, il a été proposé donc de pouvoir titulariser un apprenti à l'issue de son contrat d'apprentissage, alors qu'actuellement, en fait, on était obligé de passer par un contrat spécifique à l'issue du contrat avant de pouvoir titulariser la personne. Donc là, c'est un dispositif expérimental pendant 5 ans. A priori, il n'y a pas de raison après que ça soit remis en cause. C'est surtout pour l'observer et puis peut-être effectivement préciser en fait concrètement comment ça va se passer. Et donc là, on est sur l'année 2020, c'est ce qu'on évoquait. On est plus dans une phase de transition. Et donc là, c'est pareil, il restera encore du calage.
je me permets de rappeler, alors je sais que bon nombre d'entre vous sont déjà au courant, mais l'apprentissage, on n'a pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés. Et depuis le 1er janvier dernier, la rémunération pour les apprentis de plus de 26 ans a été revue, ce qui fait qu'aujourd'hui, un apprenti de plus de 26 ans qui fait un apprentissage va toucher pas tout à fait 1 500 € net. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nos adultes en situation de handicap qui doivent se former sur un nouveau métier, eh bien, cet apprentissage permet effectivement d'avoir un diplôme, une formation sur un métier, une expérience professionnelle, tout ça avec une formation qui est tout à fait correcte. Pour certains, ils n'auront jamais une formation équivalente. Alors certes, il faut avoir les capacités d'apprendre un nouveau métier, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment sous-utilisé par rapport à l'intérêt du dispositif pour les personnes. On se rend bien compte qu'un parcours d'apprentissage, ça va permettre d'envisager un retour à l'emploi durable. Merci Stéphane pour la précision. Et puis après, donc du coup, dernier volet, on fait, et puis après on pourrait se dire, mais c'est peut-être déjà le cas. Et en fait, ça c'est aussi la volonté du législateur, c'est que du coup ça se traduira après dans les textes courant 2020. C'est justement de pouvoir renforcer en fait les dispositifs qui permettent de développer le parcours professionnel des personnes. Hein. Et puis le référent handicap, donc le référent handicap, il est réaffirmé, c'était déjà le cas pour le secteur privé, donc c'est par parallélisme, il est affirmé pour la fonction publique. Une particularité, c'est que dans le cadre du conventionnement, donc le conventionnement, je vois qu'il y a une question, le conventionnement en fait c'est un mode particulier du financement des employeurs publics, il n'y a pas de nécessité de conventionner, un conventionnement s'adresse à des employeurs de grande dimension, même un employeur de grande dimension n'est pas obligé de conventionner, et le mode normal de saisie des aides financières du FIP, c'est en fait une saisie unitaire sur une plateforme spécifique. Hein. Mais c'est vrai que du coup, nous, on encourage à la structuration des politiques handicap. Donc évidemment, un employeur de plus petite dimension, lui, on va plutôt s'appuyer sur l'intermédiation, par exemple pour les centres de gestion qui sont pour la plupart d'entre eux conventionnés avec le FIPHFP et qui assurent la mission RH auprès des employeurs, de leurs employeurs affiliés. Et donc, par exemple, le référent handicap maintenant qui est affirmé, quelle que soit la taille de l'employeur, hein, normalement, va se poser la question, par exemple, pour les plus petits. Va se poser la question, effectivement, pour les employeurs qui n'ont pas de référent handicap, ceux qui sont, par exemple, sous convention avec le FIPHFP pour bénéficier de financement, disons, plus facilité. Il ne faut pas se le cacher, c'est beaucoup plus facile d'accéder au financement sous conventionnement. C'est un gros effort pour le constituer, mais par contre c'est vrai que c'est une facilité parce que vous n'êtes pas tributaire en fait d'une attente d'un accord unitaire. Là vous bénéficiez d'un préfinancement. Vous avez voilà, sur la base d'un prévisionné. Donc le référent handicap, c'est vraiment aussi un enjeu pour nous de pouvoir encourager à sa professionnalisation, de le mettre en valeur, hein, et puis du coup de pouvoir effectivement avoir un relais efficace pour faciliter justement l'accès et la connaissance en fait des dispositifs en interne chez l'employeur, auprès des agents ou auprès des futurs agents. Et puis pour nous aussi un relais efficace justement pour s'assurer que les dispositifs que l'on met en place sont opérants. Et puis ensuite, ça c'était aussi une attente parce que ça correspond à des cas concrets, hein, voilà, c'est qu'en fait en cas de mobilité, un agent qui avait un matériel spécifique, le matériel était inscrit à l'inventaire de l'employeur sortant et que l'employeur entrant du coup était obligé effectivement normalement de refaire en fait un aménagement. Donc ce qui a été accordé en fait c'est la possibilité d'organiser le transfert de l'équipement. Ça ne veut pas dire que ça résout tout parce que concrètement du coup il faut quand même que les deux employeurs se mettent d'accord. Ce qui se faisait déjà quand même, il faut être honnête avant, mais là du coup c'est inscrit également dans le dispositif légal. Et puis après, pareil, un rappel, hein, c'est un rappel de la loi, mais ça veut dire pareil, hein, que derrière, en fait, les textes vont essayer, en tout cas, de renforcer ça, c'est de s'assurer que dans la vraie vie, ça fonctionne. C'est le fait qu'on ne puisse pas écarter un candidat dans le cadre d'un concours de la fonction publique lié à son handicap, puisqu'après, il y a la médecine du travail, il y a des choses comme ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment, par rapport à des difficultés qu'on rencontre sur le terrain, d'essayer concrètement de trouver un dispositif qui soit efficace.
Et puis pareil, une dérogation pour les durées de concours, les durées des épreuves. Là c'est pareil, normalement il y avait aussi des dispositions. Mais c'est vrai que moi, pour être au contact parfois de certains employeurs concernés, parfois on s'aperçoit qu'effectivement c'est très difficile de mettre en place ces dispositifs. Donc l'idée c'est pareil, c'est de pouvoir aider en fait, voilà, que ça soit concrètement possible et pas trop difficile. Voilà. Voilà. Alors, je vois aussi qu'il y a d'autres questions. Mais alors on a quelques questions. Alors, sur un annuaire des référents handicap, est-ce qu'il existe un annuaire? Alors, au niveau des référents handicap, au niveau national, on va retrouver effectivement les référents sur le site du FIPHFP. Et puis nous, au niveau du Handipact, eh bien, on a, alors c'est jamais un annuaire parfait, hein, parce que c'est comme toute base de données, comme tout fichier de réseau, ben, ça bouge, mais on a de toute façon les différents référents handicap des deux régions. Alors c'est vrai que on ne l'a pas forcément remis sous forme d'annuaire sur le site. Si vous avez, s'il y a des besoins de ce côté-là, n'hésitez pas à venir vers nous. D'autant plus que en fait, j'ajoute que en fait, c'est ce que je souhaite, c'est améliorer en fait la visibilité des acteurs, et donc ça fait partie effectivement du souhait d'améliorer en fait, d'avoir un annuaire, mais pas que des référents, en fait un vrai annuaire des intervenants locaux, pour que voilà, on puisse facilement identifier qui pourrait être la personne ressource quand on a un souci par rapport à un process. Alors ça, sur les personnes ressources, hein, en dehors des référents handicap chez les employeurs, on a sur le site du Handipact un annuaire des différentes ressources. Hein. Donc ça existe et on le met à jour régulièrement, en tout cas quand il y a des changements. Par contre, sur l'annuaire des référents employeurs, là, c'est quelque chose qu'on avait mis dans les premières versions, dans les premiers Handipact, on l'avait mis en place. Et en fin de compte, c'était quasiment pas utilisé, donc c'est pas quelque chose qu'on a reconduit. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Ensuite, on a d'autres questions, hein, je vais les reprendre. Donc ça, sur les aides du fonds qu'on n'a pas de convention, on y a répondu. Que devient l'équipement, donc l'aménagement de poste, hein, si j'entends, hein, lorsque l'agent part en retraite? C'est une excellente question. Donc du coup, on fait comme il inscrit un inventaire de l'employeur, du coup, il reste dans le matériel de l'employeur normalement. Alors après, il y a quelques équipements en fait qui sont des matériels mixtes, hein, c'est-à-dire par exemple une prothèse auditive, évidemment. Voilà, on ne va pas enlever la prothèse quand la personne s'en va. Mais par contre, voilà, si c'est par exemple un fauteuil ergonomique, du coup, il reste inscrit. Alors, par exemple, pour donner l'ordre d'idée, il y a eu des travaux communs aussi avec les GFIP, je reviendrai plus tard, mais sur des réflexions qui permettent de répondre à des besoins concrets des employeurs et des agents. L'idée, par exemple, sur du matériel par exemple, qui resterait inutilisé chez un employeur, ça existe dans certaines régions, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, mais que sur le secteur privé pour l'instant. Ça serait la possibilité du coup de verser ce matériel sur des plateformes de prêt, où on pourrait comme ça permettre, pour éviter d'avoir une acquisition coûteuse et s'apercevoir que finalement, en dépit de l'étude préalable qui a été faite, c'est pas forcément ce qui convient le mieux. L'idée, ça serait de pouvoir comme ça, d'avoir une plateforme de prêt d'équipement, de matériel, notamment par exemple quand la personne fait un stage, enfin voilà, de faciliter en fait. Et donc ça fait partie en fait des travaux communs entre la GFIP et le FIP, de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques, par exemple dans la région Aquitaine, sur le secteur privé, de pouvoir le dupliquer en fait pour le secteur public, voire même de le mutualiser avec le secteur privé. Il n'y a pas de raison. Après tout, un matériel pour un agent, qu'il soit public ou privé, enfin salarié, ça reste quand même un matériel. Voilà. Ensuite, on a encore deux questions. Au vu de ces nouveaux éléments sur la mobilité, le reste à charge de l'employeur lors de l'acquisition du matériel est-il maintenu? Oui, ça j'ai du mal à interpréter la question. Bonjour. Alors au niveau de ces nouveaux éléments sur la mobilité, la mobilité, vous voulez dire de l'équipement avec l'agent, le reste à charge de l'employeur lors de l'acquisition du matériel, oui, c'est-à-dire que si l'employeur il a un coût, du coup il peut y avoir une prise en charge du FIP. Il n'y a pas de changement, des règles de financement. Par contre, je vois qu'il y a une question sur le coût du transfert. Ouais. Le coût du transfert, par contre, s'il n'est pas prévu qu'il soit pris en charge. Par contre, c'est une bonne question, je la retiens.
je remonterai la question effectivement dans le cadre de l'incitation à pouvoir faciliter le transfert de matériel, parce qu'effectivement après, si la personne part loin, du coup il faut quand même, il y a un coût. Voilà. Ça c'est sûr. Ensuite, écoutez, voilà, on arrive. Bon, je pense qu'on a épuisé un peu les premières questions. Voilà. Et donc voilà. A priori, là pour ce qui a été prévu sur la loi de transformation de la fonction publique, c'est un petit peu ce qu'on a alors vous voyez, il y a des points qui sont très ponctuels, et puis il y a des choses qui vont quand même avoir des conséquences assez fortes sur la durée, sur la manière d'organiser les concours, sur comment titulariser un apprenti, parce que c'est vrai que maintenant c'est inscrit dans la loi, mais après selon quelle modalité. Voilà. Donc ça reste à faire. Voilà. Alors, il y a un deuxième aspect du coup, parce que là c'est le passé, et puis après il faut la mettre en œuvre par des décrets, par des textes et des circulaires. Donc il y a un aspect important qui concerne les employeurs, c'est la période de préparation en classement. Donc pour remettre un petit peu en perspective, il y avait une difficulté qui d'ailleurs avait bloqué les financements du FIPHFP parfois, c'est le fait du coup qu'un agent par exemple qui était en arrêt long, c'était difficile en fait d'amorcer en fait son retour pour pouvoir amorcer par exemple une formation liée à la reconversion professionnelle. Donc a été mis en place la période de préparation au classement et qui se décline concrètement pour la fonction publique d'État par un décret de juin, la territoriale par un décret de mars 2019 de cette année, et puis pour l'hospitalière pas encore fait. Donc ça consiste en quoi? En gros, c'est de dire que si la personne ne peut pas se maintenir sur son poste, c'est d'organiser en fait une trajectoire avec une convention qui se fera entre l'agent et puis l'employeur, avec un objectif de reclassement, donc c'est-à-dire d'aller sur un autre métier, et du coup sur un délai très contraint d'1 an, avec des obligations réciproques et donc les obligations renforcées de l'employeur en termes de résultats et d'engagement de l'agent de s'engager dans cette reconversion professionnelle. Donc là par contre, par rapport au financement du FIPHFP, ça a des impacts assez concrets. Donc je vous donne quand même une information, le catalogue des interventions, donc c'est la doctrine en fait de financement du fonds, qui va bientôt être mis à jour. Il va être diffusé sur le site public du FIPHFP le lundi prochain. Et donc, une de ses principales modifications va concerner le mode d'intervention financier du FIP sur les reconversions professionnelles dans le cadre de la PPR. Donc, pour faire simple, en gros, si vous êtes face à un agent qui relève de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale, le FIPHFP continuera à accompagner financièrement le financement de la formation dans le cadre de la période de préparation au classement, et uniquement dans ce cadre-là. Jusqu'à présent, on acceptait de prendre aussi la rémunération de l'agent qui était en formation de reconversion. On ne le fera plus, au motif que, puisque l'agent est en PPR, être en PPR, en fait, c'est être en position d'activité. Donc, en gros, c'est être en position normale, en fait, pour un fonctionnaire. Et donc, la rémunération n'a pas lieu d'être prise en charge. Donc ça change radicalement la manière dont on accompagnait avant, c'est moins généreux, ça il faut l'admettre. Et puis pour la fonction publique hospitalière, tant que le décret n'est pas pris, du coup la PPR n'est pas applicable. Et donc là on reste dans les modalités antérieures, avec une limitation, c'est-à-dire qu'on accompagnera la formation d'un point de vue financier, mais uniquement dans un délai d'1 an quand même. Et par contre on accompagnera la rémunération de l'agent de l'hospitalière à hauteur de 60% de la rémunération, et restera à charge les 40% pour l'employeur. Voilà. On a quelques questions sur la PPR. Fabrice, as-tu une idée de pourquoi ça prend du retard sur la fonction publique hospitalière? Alors simplement, c'est tout bête, c'est qu'en fait, pour pouvoir prendre le décret, il faut consulter les instances paritaires. Et donc autant on a pu réunir les instances paritaires pour l'État assez vite, un peu plus lentement pour la territoriale, mais c'est passé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Pour l'hospitalière, en fait, ça n'a pas encore été possible d'organiser cette présentation pour que les instances paritaires, en fait, que du coup les représentants des organisations syndicales puissent émettre un avis par rapport à ce décret.
ça n'a pas encore été réuni. Donc du coup, ça bloque pour des raisons de dispositifs réglementaires, là pour le coup. Voilà. Et on a Geneviève Janin qui nous demande, pour la fonction publique d'État, doit-on attendre la circulaire pour appliquer? Bon, on l'a déjà, la circulaire. Alors la circulaire pour la fonction publique d'État, il n'y en a pas eu. Il y a une circulaire qui a été faite effectivement pour la fonction publique territoriale. Et d'un point de vue concret, d'après ce que j'en sais, en fait, c'est vous avez les plateformes RH en fait pour l'État, hein, les PFRH. Et du coup, alors je ne l'ai pas évoqué, mais pour la fonction publique d'État, ce qui a été évoqué par le législateur, et puis qui a priori se traduit en fait concrètement, c'est que vous avez un établissement public dédié. Alors il ne concerne pas que les reconversions professionnelles pour inaptitude, mais en gros, une agence alors uniquement pour les fonctionnaires publics d'État va être créée avec un budget propre. La préfiguratrice a été nommée à l'été, hein, c'est la DGFP qui est aux manœuvres. Et donc du coup, là pour le coup, il y aura un dispositif effectivement qui va être spécifique pour les fonctionnaires publics d'État, et les PFRH sont a priori les représentants régionaux de la future agence. Voilà. Je pense avoir répondu à la question pour la fonction publique d'État. Alors, pour la PPR, il faut que l'agence soit dans une procédure officielle de reclassement. Ouais. Oui, c'est une très bonne question. Voilà. Donc c'est une question que nous avons remontée, nous, en tant que représentants régionaux, hein, et mes collègues d'autres régions. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe effectivement en termes d'accompagnement financier des employeurs quand on n'est pas dans un dispositif PPR, alors que pour autant, on se retrouve quand même dans un dispositif où on va avoir du reclassement. Voilà. Et puis, donc là, pour l'instant, le FIPHFP considère qu'il va plutôt être en période d'observation. Donc là, ce que je vous ai évoqué sur l'accompagnement des PPR par le FIPHFP, c'est pour une période un peu transitoire. Et donc, on attendra un bilan qui sera fait normalement là, décembre à janvier, février, et devrait pouvoir après, a priori, être décidé si on élargit un peu plus que la PPR ou pas, compte tenu de ce qu'on a pu observer sur l'année en fait qui est écoulée. Moi, ce que je dis en tout cas à mes interlocuteurs, que ce soit employeurs, centres de gestion, c'est que je suis preneur en fait des difficultés concrètes que ça représente en fait pour lancer les projets des agents, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement financier. Et puis j'évoquais par exemple la particularité des petits employeurs, voire des employeurs en situation financière délicate. Là, je pense parfois à l'hospitalière, hein, l'actualité récente, on le voit bien. Donc là, je suis intéressé en tout cas des remontées concrètes en fait de difficultés à monter des projets de reconversion, parce qu'il n'y a justement pas d'accompagnement du FIP sur ce plan-là, puisqu'on ne vise que la PPR, en tout cas pour la territoriale, par exemple. Et puis pour l'hospitalière, ça posera effectivement à terme des soucis quand le décret sera pris. Voilà. Donc pour remonter des difficultés de ce type, en fin de webinaire, vous retrouverez l'email de Fabrice Goertz. Voilà. Alors je vois qu'il y a aussi la question possibilité de formation pendant l'arrêt maladie comme dans le privé. Eh bien malheureusement non, parce que du coup, on va être honnête, hein, le FIPHFP pendant plusieurs années l'a fait, sachant qu'on disait à l'employeur qu'il fallait qu'il prenne en charge l'assurance en fait particulière, parce que du coup l'agent sinon il n'est pas assuré, hein, et donc l'employeur prendra des risques juridiques pour lui. Ce qui est prévu en fait, c'est que c'est le fameux dispositif EBR qui permet de faire revenir un agent en arrêt maladie. Il n'y a pas de possibilité. La seule possibilité qui a été évoquée, c'est un agent en arrêt pour par exemple faire un bilan de compétences, donc amorcer le projet, pas le projet lui-même, mais amorcer le projet, et pas une formation, mais un bilan de compétences. Là, il est possible effectivement qu'on puisse aider. Il est possible du coup pour un agent de le faire. Et du coup, dans la loi de transformation de la fonction publique, c'est évoqué effectivement, c'est possible. Voilà. Mais par contre, la loi ne va pas au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, un agent qui est en arrêt maladie ne peut pas passer en formation directement. Il faut qu'il soit réintégré alors en PPR normalement. Moi, j'ai des employeurs parfois qui créent des postes en surnombre à cause de ça aussi. Hein. Donc on appelle ça poste tremplin, et qui font que comme ça on peut réintégrer l'agent, le rémunérer, et au lieu qu'il revienne directement, il part en formation. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est pas encore parfait, et donc du coup, effectivement, il reste encore pas mal de cas à régler, concrets par rapport au texte. Alors, on a une question sur, en fin de compte, peu de gens pourront entrer dans le cadre de la PPR.
Et pour ceux qui... Alors là, on verra, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu poussif. Mais c'est parce que les textes sont récents, voilà, donc du coup, il faut les apprivoiser. L'objectif, c'est quand même que ça devienne un moyen de conserver, en tout cas, de travailler leur classement avec des moyens plus conséquents et de manière plus approfondie. Donc on verra dans la pratique. Hein. Et en fait, il y a une question, je la vois plus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Il y avait une question aussi pour finir, donc c'était voir quel dispositif de bilan on pouvait utiliser, bilan de compétences. Alors, ça j'ai évoqué, là j'y ai répondu, du coup, avant. En fait, voilà, sur les bilans de compétences, on pourra toujours le faire. Voilà. Okay. Par contre, on ne peut pas aller au-delà, hein. Ça c'est pour l'instant, les textes ne nous permettent pas. Alors, pour les périodes de mise en situation professionnelle, à ma connaissance, du coup, pour le mettre en situation professionnelle, il va falloir du coup que l'agent revienne, en fait. Sinon, on ne pourra pas. Voilà. Ensuite, pour le reclassement, pour les autres collectivités, alors ça, il y a du droit jurisprudentiel, c'est déjà le cas. Souvent, ça peut être ignoré des employeurs. Il a une obligation de moyens, en tout cas dans le reclassement, et quand il est trop petit, parfois certains employeurs considèrent en disant je ne peux pas puisque je n'ai pas de possibilité de reclasser la personne. Alors en fait, quand on étudie la jurisprudence, quand il y a des contentieux, du coup le juge en fait il est plus exigeant que ça. En fait, il faut que l'employeur montre aussi qu'il a pu engager aussi une recherche pour faciliter le reclassement en dehors de son périmètre à lui, ce qui n'est pas toujours évident. En tout cas, il doit montrer qu'il a essayé de trouver une solution, même en dehors de chez lui, ce qui peut paraître étonnant, mais en tout cas, c'est comme ça en fait que parfois les agents sont réintégrés après avoir été licenciés justement pour une possibilité d'occuper son poste. Et pourtant, le juge va dire non, il fallait aussi aller au-delà de votre seul périmètre. Voilà. Donc effectivement, c'était déjà le cas actuellement et effectivement il faut faire des recherches de reclassement au-delà, quand on est petit employeur, il faut faire des recherches de reclassement au-delà de son périmètre. Alors on a également une question du CDG 68, je lis la question, hein. Oui. Si j'ai bien compris, en dehors de la PPR, il n'y aura plus d'aide du FIC pour accompagner une reconversion professionnelle. Exemple, agent inapte au poste, mais pas inapte aux fonctions du grade. Tout à fait, donc ça c'est un recul par rapport à ce qu'on avait. Sur la formation, mais on a toujours la preuve quand même. On a toujours la preuve de travailler le projet professionnel. Oui. Et puis, effectivement, pour les personnes qui sont en CLM ou CLD, il y a toujours des possibilités d'intégrer une formation en centre de l'adaptation professionnelle, hein, dans les CRP. Vous avez le CRM de Mulhouse, on a l'ADAPT sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et là, on l'utilise peu, mais c'est financé par... ça, c'est pas normalement des formations qui sont financées par l'employeur directement. Alors, je vois qu'on pose la question sur le rôle du comité médical et de la commission de réforme. Alors oui, tout à fait. Hein. De toute façon, ça ne change pas le rôle pour l'instant des commissions. On reste toujours dans le dispositif qui existait avant. Par contre, effectivement, l'agent en fait peut demander une PPR. Donc du coup, normalement, on ne peut pas lui refuser. Voilà. C'est ça l'idée aussi, hein, du législateur. Donc du coup, c'est vrai que ça demande... c'est pour ça que ça nous semble un peu dommage en fait qu'on ne soit pas en anticipation, parce que quand on arrive sur un cas, disons, de période de préparation en reclassement, c'est qu'a priori, on aura quand même bien épuisé pas mal de questions avant. Et donc, c'est un peu embêtant en fait qu'on ne puisse pas effectivement accompagner les employeurs sur les dispositifs avant, en amont, pour éviter en fait que la PPR, ça soit le mode final en fait classique, alors que à la rigueur, ça serait, si on peut éviter de rentrer dans un dispositif PPR et tout en permettant de maintenir l'agent sur le poste dans le cas d'un projet que évidemment il accepte, là je pense que effectivement tout le monde serait gagnant. Donc c'est ça en fait qu'on essaie effectivement de promouvoir en fait au niveau national au titre du FIP, c'est de pouvoir en fait prendre en compte en fait tous les processus amont pour pas se retrouver devant des dossiers PPR qui sont beaucoup plus lourds à gérer et qui ne répondent pas forcément à tous les cas, bien loin de là. Voilà. Il y a également une demande de précision sur les reclassements au-delà du périmètre de l'employeur. Est-ce que ça va jusqu'à intégrer le privé? Alors oui, enfin, alors du privé, si la personne est reclassée dans le privé, ça peut
ça fasse, disons que ça répondra effectivement à l'obligation, mais par contre, quand l'agent sort de la fonction publique, du coup, nous, en fait, quand on parle de reclassement, ça a une conséquence aussi pour les employeurs, en fait, c'est du coup, ils sont comptabilisables au titre des BOE. Hein, voilà, c'est pour ça. Mais par contre, la notion de reclassement, après, quand on sort sur le secteur privé, du coup, du point de vue du secteur public, il n'y a pas de reclassement. Voilà, on sort du radar de la fonction publique. Voilà. Et puis, je vois qu'effectivement, on parle de modalités en fait, d'autorisation. Oui, en fait, c'est l'employeur. Une fois que l'employeur en fait autorise la personne, du coup, après, le bilan, c'est dans le cadre d'un retour, donc du coup, le médecin de prévention, il intervient également. Voilà. Et encore une question, c'est est-ce que l'employeur peut refuser de maintenir la PPR lorsque le projet de reconversion est directement ciblé sur le secteur privé? Alors, à ma connaissance, non. Là, c'est une colle pour moi. Mais a priori, la PPR, après, c'est un projet effectivement qui doit être validé de commun accord entre l'employeur et l'agent. Donc a priori, on rentre dans le dispositif où il y a quand même le comité médical qui intervient. Donc a priori, le projet, une fois qu'il est enclenché, l'employeur il aura du mal en fait à le bloquer. Hein. C'est pour ça que ce que j'évoquais, c'est que c'est mieux sans doute de pouvoir anticiper sur tous les cas de figure à amont et en fait de privilégier la PPR pour justement ce qui engage des moyens importants, parce que c'est sur des délais d'1 an seulement, mais avec des obligations respectives, par exemple de suivi de formation, et puis aussi d'atterrissage sur le poste. Hein. Ah oui, une personne n'a pas entendu la réponse sur le comité médical, donc le comité médical n'est pas enlevé des process, bien au contraire, en fait, il est partie intégrante du processus. Alors, je pense qu'on a mis en ligne, mais vous avez sur le site public du FIPHFP aussi la circulaire en fait, qui concerne la fonction publique territoriale, où là, vous pouvez observer, même si vous ne relevez pas de cette fonction publique, vous pourrez observer en fait justement quelles sont les étapes, les différentes étapes, et vous verrez qu'effectivement, les instances qui intervenaient dans les projets de reconversion professionnelle sont maintenues. Voilà. Très bien, on va poursuivre. C'est poursuivre, ça avance un petit peu. Alors, je vais trop vite. Alors, deuxième aspect, deuxième volet, effectivement, c'est sur les réformes qui concernent strictement le FIPHFP. Et puis, voilà, de quelle manière on fait le FIP. Donc, il y a déjà un aspect, on va dire, purement financier, hein, puisque pour que le FIPHFP puisse assumer ses missions, il faut qu'il aussi puisse disposer de moyens. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur un budget en fait qui serait garanti en tout cas pour la loi de finances 2020 sur un budget à hauteur de 130 millions d'euros. Donc pour mémoire en fait le FIPHFP est plutôt sur une tendance de dépenses à 150, 160 millions d'euros. Donc vous voyez que le gap est très important et que du coup ça explique également que voilà, le FIPHFP il réfléchit également sur ses modalités d'intervention. Après, dans le rapport en fait sénatorial, il y avait plusieurs hypothèses pour pouvoir répondre en fait à ces obligations-là, puisque c'est pas parce que les employeurs publics en fait répondent à leurs obligations légales, et donc plus ils répondent à leurs obligations légales, moins les contributions du FIPHFP sont importantes. Ça c'est logique, hein, puisque nos ressources sont entièrement assises sur les contributions des employeurs qui n'atteignent pas le taux de 6%. Donc l'idée c'est de voir sur quel modèle en fait, on pourrait asseoir les finances du FIPHFP. Donc l'option pour l'instant retenue c'est plutôt de réinterroger le taux de 6%. Il y avait d'autres hypothèses qui avaient été envisagées, c'était d'en faire une cotisation salariale, patronale plutôt, employeur. Mais ça pour l'instant ça reste qu'une hypothèse, hein. C'est pas du tout pour l'instant l'orientation concrète en fait qui a été retenue. Et puis, donc, on a plutôt un socle minimal pour l'instant qui est assuré à hauteur de 130 millions d'euros. Et puis, on a aussi, les moyens, ils sont assis aussi sur donc une gestion assurée par la Caisse des dépôts, hein, au service du FIPHFP. Cette convention, elle s'est terminée fin 2018, elle a été prolongée, elle est en pleine réécriture.
Et donc l'idée, c'est aussi de revoir en fait cette convention d'objectifs et de moyens à la hauteur des moyens plus limités du FIPHFP. Et donc ça peut avoir des conséquences sur nos moyens, sur le terrain, sur les partenariats. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a peu d'éclairage, si ce n'est que on essaie de. L'idée, c'est quand même de restructurer un peu les services rendus sur le terrain, mais sans desservir le résultat final. Voilà. Donc là, je suis un peu elliptique, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver par exemple à mutualiser nos moyens. Par exemple, si vous observez le handicap Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez qu'il est mutualisé avec la région Grand Est. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on ne dessert pas le service, mais par contre, on essaie de l'asseoir sur un périmètre plus grand pour pouvoir mutualiser et donc réduire les coûts. Voilà. Et puis, il y a un troisième volet qui est très important et qui va durer sans doute sur plusieurs années, c'est l'évolution de l'offre de service et en concertation avec la GFI, qui est notre partenaire très important sur le terrain et au niveau national. Et donc, sur l'évolution de l'offre de service, ça va se concrétiser comment ? C'est par exemple le rapprochement des Cap Emploi et Pôle Emploi. Donc là, j'évoquais, c'est-à-dire de pouvoir en fait simplifier et puis pouvoir en fait mieux s'asseoir en fait sur les dispositifs de droit commun. Donc le fait qu'on puisse rapprocher effectivement les Cap Emploi et Pôle Emploi, les Pôles Emploi restent avec leur expertise, mais par contre effectivement du point de vue du bénéficiaire, du point de vue du demandeur d'emploi, la configuration va être différente. Et l'idée, c'est justement de pouvoir avoir quelque chose de plus fluide en fait entre l'intervention de Cap Emploi et l'intervention de Pôle Emploi. Il y a aussi un accompagnement renforcé des centres de formation. Là, on a mis les CFA, mais par exemple, c'est tout opérateur de formation, mais vu du FIP, en fait, comme nous, on encourage fortement l'apprentissage, c'est forcément les CFA qu'on vise. Et donc, du coup, là, c'est pareil. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, que les dispositifs de droit commun puissent intégrer le mieux possible des dispositifs spécifiques. Par exemple, nous, on aide aussi, par exemple, les employeurs lorsqu'ils sont sollicités par des centres de formation pour prendre en charge une partie des compensations sur le lieu de formation. Là, l'idée, c'est de se dire, déjà, avec la réforme de l'apprentissage, du financement de la formation en alternance, l'idée, c'est que, du coup, on intègre le mieux possible la compensation sur le lieu de formation en mode, de droit commun. Et ensuite, si on n'arrive pas, en dépit des dispositifs de droit commun, à obtenir la compensation, eh bien, on met en place des dispositifs renforcés pour l'assurer. Donc, pour rappel, en fait, les centres de formation, pour l'instant, existants, vont devoir entrer dans un dispositif de certification. Et dans le dispositif de certification, il y a une soixantaine de points. Vous avez un point, en fait, qui consiste ensuite, pour l'organisme de formation, à démontrer de quelle manière il va pouvoir répondre aux besoins spécifiques de l'apprenant, et notamment lorsqu'il est en situation de handicap. Voilà. Donc c'est pour vous illustrer que du coup ça devient très concret pour les opérateurs. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir mieux accompagner les centres de formation qui, par exemple, ont aussi l'obligation de désigner un référent handicap. Donc là c'est très intéressant parce que du coup là on va avoir un interlocuteur dédié, transversal au sein de l'organisme de formation et qui sera un petit peu notre relais, à la fois nous FIP, mais aussi vous, par exemple employeurs, au sein des organismes de formation par rapport aux besoins en tant qu'employeur et des problématiques qu'on rencontre en fait entre le lieu de formation et puis le lieu où se déroule le stage pour l'apprenti. Et puis aussi toute une ambition d'élaborer des référentiels. Donc par exemple un guide de l'aménagement raisonnable. Le défenseur des droits avait déjà émis, en fait, on a quand même un bon socle, avait émis en fait dans un rapport il y a quelque temps la notion d'aménagement raisonnable. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir mieux outiller sur ces problématiques-là qui peuvent bloquer des situations soit d'accueil, soit de maintien. Et puis par exemple, j'évoquais la professionnalisation du référent handicap. Eh bien, mieux outiller en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait des missions d'un référent handicap, comment en fait il
il peut vraiment en fait jouer son rôle transversal à la fois en tant qu'interlocuteur des agents, interlocuteur des opérationnels internes RH, voire au-delà, et d'assurer en fait le meilleur relais possible avec des interlocuteurs extérieurs. Et puis après, un quatrième chantier qui là, alors là est beaucoup plus long également, c'est le développement d'une plateforme numérique handicap. Donc là, en fait, la première brique va être en priorité consacrée justement à faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap, et donc elle est portée à la fois par la Caisse des dépôts, alors là plus du point de vue technique et puis informatique, et puis par la CNSA, plus pour le volet effectivement contenu. Et donc l'idée c'est de pouvoir proposer une plateforme numérique qui permet de fédérer une offre de service. Et donc tout ce que j'ai évoqué là, c'est-à-dire trouver le bon interlocuteur, connaître le dispositif, et bien là, à la fois pour les opérationnels et puis les bénéficiaires finaux, ou voire les employeurs, l'ambition de la plateforme, en fait, c'est de pouvoir proposer un accès à l'information facilité et pouvoir rediriger vers les bons interlocuteurs en fonction des besoins des personnes. Donc il y a eu une communication toute récente en fait sur le lancement de cette plateforme, et pareil, son mode de développement est assez novateur, puisque du coup on associe des personnes en situation de handicap et des employeurs dans le cadre de ce développement de plateforme numérique. Alors on a une question de Corinne Durantel du CHRU de Nancy. Qu'en est-il de l'accompagnement ou d'un accompagnement des étudiants au sein de diverses écoles? J'ai pensé à l'IFSI, à l'IFSA. C'est une excellente question, puisque moi, dans une activité précédente, j'accompagnais les employeurs sous convention, et donc cette problématique-là, pour l'instant, n'est pas levée. C'est-à-dire qu'en gros, si la personne est étudiante, elle relève du secteur de l'enseignement, et donc concrètement, en fait, et donc la difficulté du coup, c'est que moi j'avais découvert que dans ce dispositif, par exemple, certains IFSI du coup sont pas reconnus en tant que pur établissement d'enseignement, et ça s'appelle des écoles en fait internes à un établissement, et donc du coup ne relèvent pas forcément. Donc du coup ça fait partie de la zone un peu grise, où en fait on dit allez voir disons l'éducation nationale, le monde de l'enseignement, mais du coup on dit non, parce que c'est pas un établissement d'enseignement reconnu en tant que tel, parce que le diplôme en fait il n'est pas valable nationalement. Et puis par contre c'est un étudiant, et donc du coup il n'est pas disons éligible aux aides du FIPHFP. Normalement c'est l'école. Normalement c'est l'école qui est en charge de compenser le handicap. Et du coup nous, si on vient nous voir, c'est parce que justement l'école dit pour mettre en place l'accompagnement, j'ai besoin d'une aide. Donc ça fait partie un petit peu des points que j'évoquais, c'est-à-dire qui peuvent être intéressants à nous remonter. Celui-là je le connais bien, mais si vous avez des exemples concrets, je suis preneur. L'idée c'est ça, c'est pour répondre à la nouvelle philosophie qu'on a pu évoquer lors de cette présentation, c'est de pouvoir identifier les zones en fait qu'on a du mal en fait à porter, alors que pour autant ça a du sens, parce que du coup un étudiant c'est un futur salarié, c'est un futur agent, et du coup c'est un peu absurde en fait qu'on ne puisse pas trouver une réponse, puisqu'en fait de part et d'autre le monde de l'enseignement et puis par exemple le monde professionnel disent non, c'est pas chez nous. Donc là c'est une belle illustration effectivement des manques en fait dans les dispositifs, des trous dans la raquette quoi. Et donc moi je suis assez preneur en fait des remontées de terrain qui me permettront en fait d'alimenter concrètement comment on répond en fait à ces problématiques là. Et cinquième aspect qui ne figure pas dans l'évolution de service, parce que c'est un peu organisationnel, mais on a le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés dans chaque région. Il y a aussi une commande aussi qui est de relancer les PRIT, PRITH, et donc l'idée c'est aussi de mieux associer les bénéficiaires finaux et les employeurs. Donc là pareil, il y a aussi la volonté en fait de pouvoir avoir aussi la parole en fait des bénéficiaires qui se heurtent à des murs parfois, ou des employeurs qui se heurtent aussi à des difficultés de chaînage en fait des différents dispositifs. Et donc l'idée c'est aussi d'avoir cette parole là.
On a également, alors on a une question de Geneviève Janin qui nous demande si on a des liens avec les MDPH. La RQTH est différente d'un département à l'autre. Alors oui, effectivement. Hein. Normalement, il ne va pas y avoir de gros écarts, mais on a observé effectivement des écarts qui sont quand même importants. Ouais. Alors les liens, on a des contacts avec les RIP, hein, les référents insertion professionnelle, et je sais qu'on a un annuaire des référents insertion professionnelle. On ne l'a pas mis en pièce jointe, mais on pourra vous faire parvenir par mail. Hein, on a le mail de toutes les personnes inscrites, avec toujours les limites d'un annuaire, hein, pas toujours un jour. Et c'est vraiment si vous êtes en urgence sur des situations. Si vous, notamment lorsqu'on est dans une logique de maintien dans l'emploi, eh bien c'est important d'alerter le RIP parce qu'il a la possibilité de passer un dossier urgent dans la prochaine commission. Et ce qui fait, vous vous rendez compte qu'il y a un flux de demandes important avec des demandes qui ne sont pas forcément urgentes sur des renouvellements, etc. Par contre, une demande en lien avec un maintien dans l'emploi, ben, le RIP est en capacité de le traiter rapidement. Et donc, effectivement, à mon avis, votre porte d'entrée, c'est dans le RIP, même si je rappelle que la MDPH s'adresse aux personnes handicapées elles-mêmes et vous pouvez les informer le RIP, l'alerter, mais la communication sera quand même assez limitée, hein, parce que la fonction des MDPH, c'est de s'adresser aux personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, pour compléter, alors, par exemple, on va de toute manière mécaniquement déjà renforcer nos liens avec la MDPH parce qu'il y a quand même un dispositif très important qui s'appelle le dispositif d'emploi accompagné. Donc voilà, il y a un terme un peu anglicisé, c'est le job coaching. En fait, ça correspond en fait au fait que vous avez quelqu'un qui va accompagner la personne sur le lieu de travail, mais aussi dans sa vie privée. Enfin voilà, sur tous les champs. Et donc du coup, là, c'est suite à une orientation MDPH également. Et donc l'idée, c'est ça, on nous demande effectivement de renforcer le dispositif d'emploi accompagné. Hein. L'autisme, par exemple, va être spécifiquement identifié dans ces dispositifs qui se déclinent dans chaque région. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que c'est notre intérêt également, effectivement, de nous rapprocher aussi des MDPH pour faciliter en fait tous les dispositifs qui font que effectivement les agents ou les personnes ont un contact, ça ne concerne que l'agent et puis les MDPH, mais n'empêche que après effectivement concrètement ça peut avoir des conséquences concrètes sur le suivi. Donc voilà, c'est effectivement un manque qu'il faut qu'on comble. Voilà. Alors je reviens en question. Quelqu'un demande des précisions, j'allais vite, sur les écarts qu'on peut observer sur la FQTH. Moi, ce que j'ai pu observer en échangeant avec certains employeurs, c'est que dans certaines MDPH, on considère qu'à partir du moment où le poste a été compensé, eh bien quelque part, la personne n'est plus véritablement en situation de handicap et le prochain renouvellement de la FQTH ne sera pas forcément accepté. Concrètement, c'est par exemple pour une prothèse auditive. Et du coup, on va la renouveler que si la personne a besoin de remplacer sa prothèse. Et donc là, par contre, elle l'aura, et si elle n'en a pas besoin de la remplacer, on ne la renouvelle pas. Voilà. Ensuite, on a encore des questions. Concernant les référentiels, est-ce qu'il est envisagé de mettre à disposition une liste précise des aménagements matériels qui peuvent être financés par le FIP? Moi, ça me paraît difficile. Alors, pour moi, je pense que ça fait partie des fausses bonnes idées. Ouais. Ça desservirait parce que du coup, moi j'appelle ça, c'est un inventaire à la Prévert. Alors, si vous observez le catalogue du FIPHFP, il y a eu un exercice qui a été réalisé là-dessus, en considérant par exemple que les petits matériels, on ne peut pas les financer parce que c'est du matériel courant. Mais du coup, après, on est obligé de faire une liste avec 3 petits points. Et donc, du coup, ça devient un peu compliqué. Donc, disons que les référentiels, ils vont plutôt permettre de faciliter justement l'analyse du besoin, mais pas forcément de proposer des listes gigantesques en fait d'aménagement. Parce que sinon, de toute façon, ça se vieillirait très vite. Et il n'y a pas vraiment, je pense que de mon point de vue opérationnel, ça serait quasiment impossible ce n'est pas un outil, honnêtement, je pense que ce n'est pas un outil qui est nécessaire. Je pense que par contre, l'idée c'est plutôt d'essayer de travailler le mieux possible sur le fait, est-ce que c'est une compensation qui est nécessaire, et que du coup, nous par exemple, on a eu une grande discussion à une époque sur qu'est-ce que c'était que la notion de surcoût.
Maintenant, on l'a un peu rodé. Mais l'idée, c'est ça, on raisonne par rapport à un matériel spécifique standard, et puis après, s'il y a besoin d'un matériel un peu plus évolué, du coup, l'idée, c'est de pouvoir justifier de l'écart. Et nous, on aide à l'écart, uniquement à l'écart. Voilà. On prend une dernière question, je réponds à la dernière question et puis ensuite on va avancer parce que vous voyez que l'heure tourne. Donc on vient de questionner sur l'emploi accompagné dans le 08 avec une condition exiger, il faut que la personne soit en recherche d'emploi. Alors c'est plutôt le PRITH qui travaille à la coordination du pilotage avec l'ARS et la directe c'est la RS, financeur, voilà. Donc moi ce que je sais c'est qu'a priori cette condition n'était pas dans les textes, elle n'était pas aussi clairement exprimée, même si on voit bien que c'est quand même le public demandeur d'emploi qui était quand même bien ciblé. Cependant, dans chaque région, il y a un pilotage et il y a des priorités qui ont été données par public. Donc je pense que si vous avez une situation qui pour vous relèverait bien de ce dispositif et qui serait vraiment indispensable pour maintenir la personne dans l'emploi, je vous invite à prendre contact avec la coordination du PRITH, donc là, Grand Est, et ils vous permettront d'identifier le bon interlocuteur et ça vous permettra de défendre votre dossier. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. On va passer à la dernière. Puis après, donc du coup. Il nous reste quelques minutes. Si vous arrivez à dépasser midi, c'est parfait. Merci à vous. Ouais, désolé, Justin. Mais il y avait des questions, donc c'est très bien. Alors oui, le dernier point, c'est pour illustrer également aussi que du coup, il y a une accélération en fait, en tout cas du côté des pouvoirs publics, parce que dans le rapport Lecoq, il y a eu deux rapports Lecoq. Il y a eu un rapport sur le secteur privé sur la médecine du travail, et puis il y a eu un deuxième rapport en fait sur la fonction publique. Voilà. Et donc le rapport Lecoq qui a été remis en octobre dernier, donc c'est pas très vieux, déjà en fait avait fait plusieurs préconisations et de manière à pouvoir justement répondre aux problématiques qu'on rencontre par exemple sur l'accès à la médecine de prévention. On a des soucis effectivement par rapport à la disponibilité des médecins dans certains territoires. Et puis sur le fait que des fois, pareil, il y a un mauvais chaînage des acteurs, et puis il y a parfois les publics les plus prioritaires sont parfois hors du radar. Donc du coup, il y a deux items en fait que je souhaitais quand même rappeler, c'est qu'il a été lancé en fait d'ores et déjà en fait un plan de santé au travail pour la fonction publique, qui aura vocation à se coordonner en fait avec le plan de santé au travail du secteur privé. Et puis, donc là, le secrétariat d'État à la fonction publique est déjà en charge en fait de ces travaux. Et pour mars, en fait, il y a déjà un bilan en fait qui lui est demandé pour voir un peu sur quel calendrier il pourrait se réaliser. Et puis, donc là, il y a pas mal, en fait, il faut lire le rapport Lecoq, il y a pas mal de préconisations qui visent justement à se rapprocher de la logique du privé. Et donc, voilà, ça peut effectivement grandement améliorer, sans doute, pour certains territoires, le fonctionnement de la médecine de prévention. Et puis, un rapprochement aussi, donc, je le dis sur le secteur privé, c'est aussi renforcer la prévention. Donc là, c'est pareil, ça c'est dans le rapport, c'est-à-dire que pour nous, par exemple, nous qui sommes sur le champ de la compensation, effectivement, si le champ de la compensation n'est pas adossé avec aussi des moyens sur le champ de la prévention, c'est un peu déceptif, voilà, je suis d'accord. Donc du coup, l'idée c'est d'améliorer aussi la partie amont sur le champ de la prévention, d'être en prévention, pour que du coup l'intervention du FIPHFP ou voire la GFIP sur le champ de la compensation, il soit plein et entier sur ce qui est le plus opportun de réaliser, plutôt que de rattraper ce qui aurait pu être fait de manière efficace sur le champ de la prévention et qui n'a pas été fait et qui fait que du coup ça complexifie ensuite le traitement sur le champ de la prévention. Voilà. Donc il y a pareil aussi une catégorie, la catégorie C dans la fonction publique, sur souvent des métiers en fait qui sont des métiers où on a de l'usure au travail, et où là en fait on aura sans doute des actions renforcées, y compris en termes de moyens financiers, on espère pour eux, pour pouvoir répondre à ces problématiques-là.
Voilà, je crois que j'ai essayé d'évoquer le plus succinctement et clairement possible en fait tous ces champs-là. Comme l'évoquait Stéphane, vous voyez bien, il y a des choses, par exemple, on a évoqué sur la fonction publique hospitalière, la médecine de prévention aussi avec le rapport Lecoq. Il y a pas mal en fait de choses en fait qui vont apparaître en courant 2020. Donc a priori, nous, on envisage de faire une deuxième intervention là pour refaire un focus sur qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui bloque, et puis éventuellement, si vous avez des remontées concrètes, à la rigueur même de vous faire une synthèse un petit peu de ce que nous on peut remonter par rapport au cas concret que vous avez remonté. À la rigueur, vous faire un petit retour en fait par rapport aux problématiques que vous avez rencontrées, aux difficultés que vous rencontrez. J'ai vu qu'effectivement on parlait des étudiants. Effectivement, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci Fabrice pour cette intervention. Alors je vous rappelle qu'on a le 10 décembre prochain à Strasbourg une journée, une instance d'échange de pratiques sur le thème du maintien dans l'emploi, avec beaucoup d'utilisation de certaines mesures qu'on observe peu et qui sont efficaces. Et on en profitera également pour voir quels sont les impacts du nouveau catalogue, parce qu'il y a certaines aides qui disparaissent. Donc non, je ne veux pas faire peur, mais malgré tout, ça n'interdira pas de faire certaines choses, mais je pense qu'on va changer de pratique, on va utiliser certaines aides à la place d'autres. Donc ce sera intéressant, ça va arriver juste après l'arrivée du nouveau catalogue. Oui. Donc, sachant qu'on a également des personnes de Bourgogne-Franche-Comté et même en Grand Est, on peut avoir des territoires un peu éloignés de Strasbourg. On diffusera en direct, en webinaire, alors ça va être sur toute la journée, hein, donc regardez le programme pour identifier les points qui vous intéressent pour pouvoir en bénéficier. Je vais juste, si vous restez quelques secondes, je vais vous écrire le mail de Fabrice Goertz dans la boîte de dialogue, comme ça si vous pourrez lui envoyer vos remarques ou besoins identifiés. Je vous remercie encore à tous, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et puis à très bientôt au 10 décembre, puis vous avez vu les autres dates du webinaire. Au revoir, Au revoir. à très bientôt.